Bonjour à tous, voici la capsule vidéo de méthodologie du travail universitaire sur l'apprentissage et la mémoire que nous dit la recherche sur ces sujets. C'est aussi un exercice de prise de notes, donc merci de prendre des notes et d'amener ces notes au prochain TD de Médecin 1. L'apprentissage et la mémoire, que nous dit la recherche sur ce sujet? J'appuierai mon propos sur des références qui sont situées en général en bas à droite de la diapositive. Donc nous parlerons un petit peu de ce que nous disent les neurosciences concernant la définition de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre au cerveau? On fera un petit point sur la mémoire, comment fonctionne-t-elle, et on conclura sur quelques aspects positifs pour améliorer sa mémoire. Qu'est-ce qu'apprendre pour les neurosciences? La définition pour les neuroscientifiques de l'apprentissage, c'est lorsque, à l'intérieur du cerveau humain, vous avez une succession de modifications de la structure, des connexions, suite à un stimulus extérieur, un stimulus visuel, auditif, etc., qui donc se matérialise par des modifications du cerveau. Les modifications du cerveau ont lieu à l'intérieur d'un certain nombre de réseaux du cerveau qui travaillent ensemble, ici symbolisés par différentes couleurs. Le réseau qu'on appelle de la reconnaissance, qui concerne donc les sens. Ici, on reconnaît le réseau temporal situé sous les oreilles pour tout ce qui est information auditive. Le réseau occipital, des informations visuelles qui sont traitées via le nerf optique qui arrive sur l'occiput. Le réseau pariétal qui gère les informations issues de l'environnement au niveau du corps, au niveau des sensations corporelles. L'autre réseau qui est celui de l'action, qui est le réseau stratégique, le réseau préfrontal, dans le cortex préfrontal ici, qui va planifier et coordonner les actions du corps. Tout ceci est aussi lié à un troisième réseau qui est le réseau affectif, qu'on appelle le système limbique, qui est situé à l'intérieur ici du cerveau et qui, en lien avec les réseaux sensitifs notamment, va gérer un petit peu l'ensemble de l'apprentissage, notamment au niveau des émotions qui sont liées à l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est motivé ou pas motivé, est-ce qu'on est intéressé ou pas intéressé, est-ce qu'on est stressé lorsqu'on apprend ou pas. Et donc tout ça est régulé par le système limbique. Donc l'apprentissage, finalement, c'est un ensemble de cellules spécialisées qui sont contenues dans tous ces réseaux, qu'on appelle les neurones, les cellules gliales ou les synapses. Les synapses étant les connexions entre les différentes cellules neuronales. Mais qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce qui se passe quand on apprend? À l'intérieur du cerveau, on a des modifications, et notamment des disparitions, des apparitions de nouvelles connexions, des synapses, ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Le cerveau s'adapte en permanence aux influx extérieurs, et par les traitements, par ces différents réseaux de ces informations extérieures, il y a une certaine modification de sa structure. La mémoire, ou on devrait dire les mémoires, comment fonctionnent-elles? Eh bien, vous avez ici un tableau récapitulatif dans lequel on peut apercevoir deux types de mémoire. La mémoire de travail, qu'on appelle la mémoire aussi à court terme, qui est constituée donc d'un buffer épisodique, c'est-à-dire une zone qui va prendre des informations dans l'environnement, notamment les entrées sensorielles, et puis les traiter de façon assez rapide, avec pas beaucoup d'informations, les traiter dans une mémoire à court terme pour savoir si il y a passage dans la mémoire à long terme qui va se retrouver donc aux deux extrémités et qu'on peut détailler en 4 mémoires. La mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs, la mémoire sémantique, la mémoire du sens des choses, du sens des mots par exemple, la mémoire des perceptions, et puis la mémoire procédurale, qui est aussi une mémoire à long terme, dans lequel on va par exemple mémoriser un certain nombre d'actions qu'on sait faire. Si on sait faire du vélo, c'est dans la mémoire procédurale à long terme que ça va se stocker. La mémoire de travail, attardons-nous un petit peu sur son fonctionnement, elle permet de retenir une quantité limitée d'informations. Et ce, pendant un temps relativement court, 30 secondes, c'est assez court. Et quand je dis un nombre limité d'informations, c'est en général sous forme de mots qu'on a prononcés dans sa tête. On dit que c'est un codage de nature phonologique. Ces informations sont limitées au nombre de 7 plus ou moins 2. C'est assez lié, cette mémoire de travail, à ce qu'on appelle la capacité de concentration. Si on est très très concentré, si on est très performant, on pourrait effectivement mémoriser peut-être 9 éléments plutôt que 7. Ce stockage, il est à court terme, il est en permanence en lien avec la mémoire à long terme, notamment quand on lit un texte par exemple, eh bien, on va lire un mot. Si la mémoire à long terme a
déjà vu ce mot, a déjà stocké ce mot, on va comprendre ce mot beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a un aller-retour permanent entre cette mémoire de travail et cette mémoire à long terme, via un accès sémantique, un accès du sens de ce qu'on est en train de percevoir. La qualité de la mémoire de travail dépend aussi du degré de connaissance antérieure. Plus on a des connaissances antérieures, plus on a, par exemple, un vocabulaire étendu, eh bien, moins on aura besoin de solliciter la mémoire de travail pendant un grand temps, beaucoup d'informations, parce qu'il y aura un traitement automatique de la mémoire qui sera favorisé. Si on résume, on va dire qu'à partir d'événements extérieurs, eh bien, on aura un premier traitement par une mémoire sensorielle qui va encoder les informations de manière à être travaillées dans la mémoire à court terme. Et puis ensuite, un choix s'opère. Est-ce qu'il y a encodage vers la mémoire à long terme ou pas, ou oubli? Et puis ensuite, donc ça serait l'apprentissage, on va dire qu'on est là dans la zone d'apprentissage à long terme. Et puis ensuite, eh bien, le mécanisme des rappels, c'est lorsqu'on va ressolliciter de nouveau ce qu'on a appris pour éventuellement le récupérer et avoir une restitution à l'extérieur, par exemple lors d'un contrôle, lors d'un examen, ou lorsqu'on veut parler anglais, si on est en Angleterre, eh bien, on va aller chercher dans la mémoire à long terme, on va rappeler et récupérer ce qu'on sait du vocabulaire anglais, par exemple. En conclusion, comment faire pour avoir une mémoire efficace? Eh bien, on a vu que plus on entraînait, plus on avait des choses qui étaient stockées dans la mémoire à long terme, plus le traitement des informations est facilité dans la mémoire à court terme. Donc ce rappel est automatique et du coup on nécessite moins mémoriser de l'information pendant un temps long dans la mémoire de travail. On sait aussi, et la recherche le montre bien, que ce qui aide à développer la mémoire, et on a montré aussi ce qui contribue à diminuer les risques de maladies comme Alzheimer par exemple, eh bien ce sont deux facteurs, l'exercice physique et puis le sommeil aussi. On a montré que notamment au niveau de la mémoire à long terme, lorsqu'il y a privation de sommeil un jour après qu'on ait appris quelque chose, eh bien il n'y a pas du tout de stockage dans la mémoire à long terme et donc le rappel est absolument impossible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'apporter toutes vos notes prises pendant cette vidéo au prochain TD de méthodologie et à bientôt.